Bonjour, dans cette quatrième mini-vidéo, je vais vous fournir quelques informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 4 du jeu Comment fonctionne notre planète, les climats. Ici, Hélène Gaonac. Cette question numéro 4 est « Qu'est-ce que la carotte de Vostok ?» Mais avant de parler de Vostok, les scientifiques cherchent des informations lorsqu'ils veulent connaître le climat passé, des informations qui remontent à quelques centaines d'années, voire quelques milliers, millions ou milliards d'années. Lorsque cela concerne quelques centaines ou milliers d'années, ils vont chercher ces informations à travers des archives historiques. Par exemple, dans des textes plus ou moins anciens, ou bien grâce à des tableaux de peinture, comme celle-ci de Peter Bruegel l'Ancien, montrant qu'il faisait particulièrement froid en 1565 à Anvers en Belgique. Ce climat froid se retrouvait dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord entre le XIVe et le XIXe siècle. Les scientifiques ont aussi à leur disposition des arbres qui leur permettent de repérer des variations climatiques passées grâce aux anneaux de croissance dans les troncs d'arbres. L'arbre qui croît normalement va produire des anneaux de croissance plus actifs au printemps, ce sont les parties claires, et de croissance moins active à l'automne et en hiver, les parties plus sombres. Les caractéristiques d'un anneau, par exemple son épaisseur, sont influencées par les conditions météorologiques et donc les conditions climatiques quand on considère plusieurs années, 30 ans et plus. On parle alors d'influence de la quantité de pluie, la température de l'air, de l'ensoleillement. En datant un arbre avec ces anneaux, les scientifiques peuvent ensuite interpréter les variations chimiques, les variations de texture observées comme étant des variations climatiques. Pour s'informer sur des climats encore plus anciens, les scientifiques se tournent vers des carottes de glace. Ces carottes de glace vont principalement être recherchées dans les régions polaires, au Groenland ou en Antarctique. Ces scientifiques vont effectuer un forage en plus ou moins grande profondeur dans la neige puis la glace. On peut voir ici un morceau d'une carotte de glace. Les scientifiques vont trouver à l'intérieur d'une telle carotte des informations climatiques en étudiant les poussières qu'elles contiennent, les cristaux de glace eux-mêmes, les bulles de gaz qui sont prisonnières dans la carotte. Les scientifiques ont à leur disposition d'autres sources d'informations, comme les fossiles ou des microfossiles, qui ont pu se développer sous certains climats plutôt que sous d'autres. Les microfossiles sont observés au microscope. Voici par exemple des foraminifères, ces animaux unicellulaires marins qui possèdent une coquille calcaire, appelée un test, de quelques millimètres ou moins en taille. On les retrouve à la surface des océans, dans les eaux chaudes. Les scientifiques vont pouvoir s'aider aussi de sédiments, comme ces couches successives de charbon, en datant les couches et en sachant que le charbon se forme sous des climats particulièrement chauds et humides. Ils vont pouvoir prendre des échantillons de stalagmites dans les caves. Enfin, ici, voici un exemple de grains de pollen que l'on retrouve, par exemple, au fond d'un lac, dans des sédiments lacustres, et qui indique qu'un climat particulier se trouvait à cet endroit à une époque passée pour permettre de développer ce type de végétation qui a fourni ce grain de pollen. C'est ainsi que les scientifiques ont pu étudier le climat au cours de l'histoire de la Terre et ont remarqué que ce climat avait régulièrement changé. Ils ont daté ces changements. Plusieurs causes expliquent les variations, dont celles déjà mentionnées du changement de l'orbite de la Terre, du changement de l'axe de rotation, changement de l'activité solaire, apparition d'éruptions volcaniques. Il est possible d'ajouter à cette liste des changements dans la composition en gaz et en aérosol depuis le début de l'histoire de la Terre, la tectonique des plaques, ces mouvements des plaques et des continents qui ont joué et qui jouent encore un rôle important sur le climat de la Terre, en particulier en modifiant la forme des océans et des mers, et donc les courants océaniques, mais aussi tout simplement en déplaçant les continents à d'autres latitudes. On peut également citer la chute d'astéroïdes qui transforme l'état du sol, de l'atmosphère, de la stratosphère suite à la chute d'un de ces bolides. Une source particulièrement intéressante est celle des carottes de glace.
nous parlerons ici un peu de la carotte russe de Vostok, très célèbre dans le milieu scientifique. Cette carotte a été forée en Antarctique sur une grande profondeur, près de plus de 3,5 km, atteint en 1998. Rappelons-nous que les soviétiques s'étaient installés à Vostok, à la station de Vostok, en 1957. Ce forage a permis de remonter dans le temps au-delà de 400 000 ans. Plus on s'enfonce dans le forage, plus l'on retrouve de la glace qui est ancienne. C'est ainsi que les scientifiques ont été capables de partir d'aujourd'hui à la surface de la carotte et de remonter à plus de 400 000 ans. Ils ont construit des graphiques à partir des données recueillies, comme celui-ci. L'axe horizontal, appelé axe des X, correspond au temps. De droite à gauche, nous allons d'aujourd'hui à environ 420 000 ans. Suivant l'axe vertical, les scientifiques ont montré à gauche, en vert foncé, ce qu'on voit ici aussi, une information sur l'écart à la température actuelle. Cela signifie qu'ils ont estimé les températures passées et ont enlevé la température moyenne d'aujourd'hui en Antarctique. La valeur trouvée, si elle est positive sur le graphique, indique un climat passé qui a été plus chaud qu'aujourd'hui. Au contraire, une valeur négative va indiquer que le climat passé était plus froid qu'aujourd'hui. Vous pouvez aussi voir en vert pâle une courbe qui vous montre la variation de la concentration de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, en unité de ppm, parties par million, c'est-à-dire en nombre de molécules de dioxyde de carbone pour 1 million de molécules d'air. Par exemple, 400 ppm, c'est 400 molécules de dioxyde de carbone pour 1 million de molécules d'air. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les deux courbes se suivent. De manière plus précise, les scientifiques ont remarqué que l'élévation de température s'est faite quelques siècles avant celle du dioxyde de carbone. Ils l'ont expliqué ainsi. Avec une augmentation de la température moyenne sur Terre, plus de dioxyde de carbone est relâché des océans. C'est une question de solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau. On se retrouve avec plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et cela implique donc davantage de gaz à effet de serre qui vont, comme on le verra dans une prochaine vidéo, à leur tour provoquer une augmentation de température dans l'atmosphère et donc il va poursuivre cette augmentation générale de la température pour que l'on se retrouve vers une période interglaciaire. Ainsi, les deux effets se stimulent. Petite anecdote pour la station de Vostok, un lac d'eau douce se trouve sous la glace à 4000 mètres en dessous de la station dont je vous ai parlé. Le lac a été atteint par forage en 2012. Autre anecdote, c'est à cette station que la plus basse température du monde a été enregistrée, moins 89,2 degrés Celsius. Je dis bien enregistrée. Voici la fin de cette 4e mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des vidéos reliées au jeu sur le climat sur le blog à l'adresse jeuclimatfr.blogspot.ca. Merci et bonne journée.